Organisé donc dans le cadre des 7e journées du livre russe, qui ont cette année pour thème, comme vous le savez, la province, s'intitule Le médecin dans la littérature russe. Pour cette table ronde qui va être animée, modérée par Joël Vastener, qui a été dans le réseau culturel français, donc dans différents pays, en Russie, en Géorgie et j'en passe, et qui a publié aussi un livre sur le rock en Russie, je ne me trompe pas. Donc ce sera Joël Vastener qui animera, et nous avons le plaisir d'accueillir donc Maxime Ossipov, qui est à la fois médecin et écrivain, et qui a publié plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur le médecin dans la littérature. Je remercie aussi beaucoup par avance Anna qui assure la traduction. Mon exercice est un peu difficile parce que je n'étais pas présent à la rencontre précédente, mais aussi le Ossipov qui était présenté par ces deux traductrices en français. Et malheureusement, j'ai travaillé ailleurs, je ne pouvais pas participer, donc je ne sais pas ce qui s'est déjà dit. Et je ne sais pas non plus tout ce que vous avez entendu, si vous y étiez, ou non, vous êtes un peu à partir du début. Je n'ai pas eu non plus l'occasion de découvrir l'ouvrage de ma voisine, l'aînée. Donc voilà. Par contre, j'ai une certaine habitude de la modération et j'ai une certaine connaissance de la Russie que je vais essayer de mettre à profit. En ce qui concerne d'abord Maxime Ossipov, peut-être je le ramène en contexte pour ceux qui n'arrêtaient pas effectivement à la précédente. Et donc, il est cardiologue et il a été aux États-Unis en partie, dans le cadre, je pense, de fin d'études, ou en tout cas, il a exercé aux États-Unis. Et malgré qu'il ait exercé aux États-Unis, c'est une grande chance, comme vous le savez, pour que je veux partager beaucoup russe, il a choisi de rentrer en Russie. Il est rentré en Russie, il n'est pas n'importe où, il s'est installé en province, et qui manifeste un certain courage, un positionnement assez singulier, parce que, comme vous le savez, la Russie est divisée, enfin le concept du pouvoir en Russie est fondé sur la vision centre-périphérie. Donc quand on est quelqu'un de bien et plein d'avenir, on est au centre par définition, et la périphérie, c'est pour les pauvres, les laissés pour compte, les mauvais. Or, si Paul non seulement est un écrivain et un grand écrivain que j'ai découvert récemment, mais c'est aussi certainement un excellent médecin, et c'est un excellent médecin qui s'installe à la périphérie. Voilà déjà un sujet d'étonnement. Il s'installe à la périphérie, il s'installe dans une périphérie qui est un lieu chargé, puisque c'est une petite ville qui s'appelle Taroussa, qui se trouve au sud-ouest de Moscou, dans la région de Kaluga. Et Taroussa est un lieu spécifique, un lieu que je dirais chargé, parce que ça a été une privilégiature d'écrivains, de poètes et de peintres depuis la fin du XIXe siècle. Taroussa, c'est l'endroit où a vécu le maître intellectuel Victor Paris Moussat, par exemple. C'est aussi un endroit où ont résidé des gens comme Kaustovski. Je pense que c'est un nom qui dit quelque chose. Et la poétesse Tsvetaeva, parce que je crois me souvenir que les parents de Tsvetaeva avaient déjà une villégiature. Donc ce sont des grands noms. Dans les années 70, Taroussa a été un lieu de passage obligé pour pas mal de dissidents qui fuyaient Moscou parce que il y avait des possibilités d'accueil, j'imagine, dans les achats de certains artistes. Je relève que Sviatoslav Richter, le géant du piano, y a résidé aussi à Taroussa. Moi, je me suis rendu à Taroussa pour voir un contemporain qui est décédé récemment, qui est le peintre Bernard Steinberg, dont vous avez peut-être aussi entendu parler. Et donc, j'ai une petite idée de ce qu'est Taroussa, à quoi ça ressemble. C'est à la fois un endroit
aussi vide et aussi désolant que l'est la plupart des provinces russes, et en même temps, les paysages environnants, vus sur le fleuve Oka, sont effectivement très pittoresques, très jolis et impressionnants, et on comprend pourquoi l'élite intellectuelle est venue à Taroussa, dans cet endroit effectivement un peu désolant sur le front par rapport à l'état actuel de la ville. Donc voilà, c'est pour présenter l'écrivain Osipov, enfin dans le contexte de la parle d'un lieu qui n'est pas le lieu habituel dont parlent les écrivains russes aujourd'hui. Voilà. C'est un médecin-écrivain. Il y en a en Russie, bien sûr, parce que Tchekhov, on va parler tout à l'heure, il y a Bulgakov ici, et puis quelques autres. Je me suis préparée à cette rencontre. Je voulais parler, non pas de moi, mais quand j'ai lu le sujet était la figure du médecin dans la littérature et dans la dramaturgie. Je me suis dit, il faut parler des personnages de médecin, et non pas de l'auteur médecin. Et donc, je me suis préparée à parler d'autres choses, et donc je vais partager avec vous quelques idées. Дело в том, что врач часто встречается в литературе, и совершенно невозможно за час рассказать, да еще и с переводом, да, рассказать сколько-нибудь связано обо всех врачах, которые встречаются на страницах произведений. Значит, дело в том, что врач нами воспринимается в большой степени как другой, да? То есть, когда мы имеем дело когда мы попадаем в компанию, если среди гостей есть священник, например, да, то это другой человек, да, он вызывает общее внимание и интерес. Да, если есть врач, то это, в общем, тоже другой. Да, скажем, инженер, я говорю о русской культуре, да, но думаю, что во Франции это устроено тоже в какой-то степени похожим образом. Да. Если мы видим в компании инженера, он воспринимается, наверное, как другой. Да. Значит, вот врач другой, поэтому, скажем, в детективах очень часто, если имеется врач, то врач оказывается убийцей, да, такой парадокс. Да. Значит, но я буду говорить опять-таки не о детективах. Parler en détail de tous les médecins qu'on peut rencontrer dans la littérature russe. Surtout, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a qu'une heure, et en plus on a la traduction. En fait, dans la littérature et dans la vie, le médecin c'est toujours un autre. Imaginez-vous un groupe de personnes, un groupe d'amis, et parmi ces amis, il y a un prêtre. Ce prêtre va être considéré comme un autre, comme un autrui. Donc la même chose pour le médecin, la même chose pour un ingénieur. Je parle bien sûr de la culture russe, mais je pense que c'est applicable aussi en France. D'ailleurs, dans les polars, si vous regardez bien, s'il y a un médecin, ça sera forcément, ou presque forcément, l'assassin. C'est toujours comme ça. И, раз уж зашла речь, так сказать, о Чехове, да, то и будем говорить немножко о Чехове. Я думаю, что Чехов действительно представил такую галерею врачей в русской литературе, которая вообще не имеет себе равных, потому что он глубоко понимал эту профессию. С моей точки зрения, скажем, неудачным примером врача в литературе является доктор Живаго. Да, Пастернак, так сказать, Живаго у него не врач, да, врачебного у него то, что, так сказать, можно прочесть в клятве Гиппократа, да. Так сказать, он гениально ставит диагнозы, всегда всем помогает. Но, в общем, это немножко такой доктор Айболит сказочный. Да? Alors, nous allons bien sûr parler de Tchekhov. D'ailleurs, Tchekhov, c'est un des rares auteurs qui a pu décrire toute une galerie de portraits de médecins, une galerie qui est un peu unique dans la littérature, puisqu'il comprenait très bien ce que c'est d'être un médecin. Un exemple plutôt mal réussi, c'est l'exemple du docteur Chivago. Pasternak l'a décrit, mais ce n'est pas un vrai médecin. Oui, c'est le médecin, on imagine, c'est un médecin idéal, selon le serment de tous les médecins. C'est un peu un médecin magicien, un médecin de conte russe, donc un aïbolite, comme on
la Russie. Вот. Значит, о Чехове мы поговорим отдельно. Еще хотел бы упомянуть, так сказать, Льва Николаевича Толстого. Да? Толстой, напротив, не понимал абсолютно врачебной профессии, но тоже у него есть интересные образы. Он, в общем, ненавидел врачей. Да? Он ненавидел врачей, ненавидел медицину. Если вы посмотрите, скажем, в любой роман, загляните в любой роман Толстого, то любое появление врача, да, сопровождается какими-то совершенно смертельными, страшными последствиями для персонажа. Да, если роды принимает повивальная бабка, то роды проходят благополучно. Если из города выписывают врача, точно всегда покойница. Да? Значит, врач-француз в «Войне и мире», да, вхожий в дом к Болконским, там просто шпион. Значит, совершенно негодование у Толстого вызывает тот факт, что его сажают за стол, да, вместе с господами. Врач-итальянец, который, очевидно, делает аборт, Элен, да, значит, и Элен погибает. Да, значит, в смерти Ивана Ильича вот эти консилиумы врачей, все это производит, так сказать, ну, вот почти такое отчасти страшное, отчасти комическое впечатление. Тем не менее, мне как врачу это считается интересным, потому что всегда, когда есть у гениального человека есть какое-то сильное чувство, да, то это, в общем, то это все равно интересно читать, да, хотя он и страшно несправедлив. Да. Nous parlerons encore de Tchekhov, mais maintenant, passons à Tolstoï. Tolstoï, à son tour, ne comprenait rien dans le métier de médecin, mais pourtant, il a créé quand même des personnages assez intéressants. Il faut dire que Tolstoï détestait les médecins et il détestait la médecine. Et donc, dans chacun de ses romans, dès qu'il y a un médecin qui apparaît, c'est sûr qu'il y aura des conséquences négatives, néfastes et même mortelles pour un de ses personnages. Par exemple, si lors d'un accouchement il y a une sage-femme, tout se passera bien. Dès qu'il y a un médecin, on peut être sûr que la femme va mourir à la fin. S'il y a un médecin français qui est arrivé par la famille de Bolkowski, c'est sûr que c'est un espion. Et Tolstoï vraiment exprime son mécontentement lorsqu'il dit que ce médecin est invité à la table des maîtres. Lorsqu'il y a un médecin italien qui fait l'avortement à Hélène meurt. Dans le livre La mort de Ivan Illich, la même chose, il y a le conseil des médecins qui est décrit, et il est décrit d'une manière limite comique et limite effrayante aussi. Donc pour moi, quand même, c'est très intéressant de lire ces descriptions, puisque je trouve que lorsqu'un génie ressent des sensations fortes, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il va. Дело в том, что, так сказать, если мы вернемся к Чехову, я думаю, что, так сказать, вот Чехов действительно, ну, Чехов и Булгаков, да, которые оба были врачами, ну, Булгаков в меньшей степени, Чехов в большей степени, наверное, написали о враче как, не как о другом, да, так сказать, у него есть хорошие врачи, есть плохие врачи, есть добрые люди, злые люди и так далее. Они написали о враче, ну, так сказать, как о человеке, да. Я вспоминаю, у меня есть один товарищ, который живет в Израиле, я иногда его спрашиваю, известно, что он борется за права арабов там. Я его, когда встречаю, говорю, ну что, Саш, там, ты все борешься за права арабов? Он говорит, я полагаю, что я борюсь за права человека, да? Значит, видите, нам свойственно какие-то навешивать ярлыки, он совершенно прав, и мне как-то неловко становится перед ним за это. Значит, вот, когда Чехов пишет о враче, он пишет не о другом, да, не об арабе, так сказать, да, он пишет о человеке. У него есть доктор Астров в «Дяде Ване», да, человек, так сказать, влюбленный и очевидный врач, неплохой. Есть Чебутыкин в «Трех сестрах», там, который
сейчас уже ничтожный совершенно врач, когда-то он любил мать вот этих 3 сестер там, и так далее. Но сейчас нет ни времени, ни возможности пересказывать, да. Есть доктор Дымов в Попрыгунье, да, и так далее. Я думаю, что это довольно сложно будет переводить, я вашу. Да. Ну, все-таки переведите несколько этих. Alors, bien sûr, il y a Tchekhov, il y a Bulgakov, qui sont tous les deux des médecins. D'ailleurs, Bulgakov était un peu moins que Tchekhov. Et donc, je pense que là, ils décrivent les médecins comme pas. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'ils décrivent. Ce sont des personnes comme les autres. Ce sont les personnes qui peuvent être bonnes ou mauvaises, gentilles ou méchantes. Mais le médecin reste tout de même une personne. J'ai d'ailleurs un ami qui habite en Israël et qui lutte pour les droits des Arabes. Et parfois, quand je le vois, je me pose la question, alors ça va, tu luttes pour les droits des Arabes? Il me dit non, je ne lutte pas pour les droits des Arabes, je lutte pour les droits de l'homme. Et donc je pense que c'est pareil ici, on a tous tendance à caser les gens, mais je pense que mon ami a raison. Et donc Tchekhov, si vous voulez, il ne décrit pas un autre, il ne décrit pas un arabe, non, il décrit une personne, il décrit un médecin. Par exemple, le docteur Astrov, dans Oncle Vanya, une personne qui est amoureuse, c'est un bon médecin d'ailleurs, un autre médecin, Tchoukotekine, dans 3 sœurs, qui peut-être n'est pas un bon médecin, mais quand même, il a été amoureux à un moment donné de la mère de ses 3 sœurs. Docteur Desmonts aussi, dans un autre récit. La cigale. Вот, ну, одним словом, так сказать, чтобы как-то закончить свою вот эту небольшую речь, я скажу, что я призываю тех, кто собирается писать о медицине, да, и писать о враче, и тех, кто читает, да, рассказы других писателей о враче, чтобы они не принимали, так сказать, чтобы они писали о нем как не о другом. Да? Врач, так сказать, испытывает те же человеческие чувства, так сказать, что и инженер, что военный, что просто домохозяйка. При этом у врача есть некоторая, как бы выразиться, такая молодцеватость, да? Есть некоторый набор, так сказать, таких стереотипов, то, чему учат там в медицинском институте, поведению, да? Так сказать, врач не имеет права сказать, там, скажем, я устал, нет, я смотреть больного не пойду, я устал, да. Но это вовсе не значит, что он при этом не устает, да? Нельзя его изображать человека, там, не знающим усталости, да. Точно так же, как военный не может сказать, там, а почему я, там, да, а вдруг меня там убьют, да. Ну, это, так сказать, поведение совершенно не военного, да. Значит, поэтому, ну, вот это, собственно говоря, некий пафос моего выступления. Et donc, pour terminer ma description, je voudrais conseiller à tous ceux qui veulent écrire sur les médecins, sur la médecine, et à tous ceux qui lisent les livres sur la médecine et les médecins, il ne faut pas considérer un médecin comme un autre. Il faut se dire que c'est une personne qui peut ressentir la même chose qu'un ingénieur, qu'un militaire, qu'une femme au foyer. C'est une personne qui se doit d'être toujours jeune, d'être toujours forte, car c'est un stéréotype qui existe par rapport au comportement des médecins. Le médecin n'a pas le droit de dire non, je suis fatigué. Le médecin, c'est quelqu'un qui apparaît, voilà, il n'est jamais fatigué. Mais il ne faut pas le décrire ainsi. C'est comme un militaire. Le militaire, il ne peut pas dire non, pourquoi moi? Moi, peut-être on va me tuer. Non, ça, c'est les règles de comportement. Donc voilà l'idée générale de ce que je voulais dire. Alors, je voudrais en français. Moi, je voudrais ajouter au niveau de Tchekhov, c'est bien avant Maxime Rosikoff, que pour les gens, aussi bien en ville que les gens à la campagne, le médecin était quand même submergé d'une auréole parce qu'il était devenu, on lui donnait des titres nobiliaires, on appelait votre grâce ou votre noblesse, votre haute noblesse. Il était quelqu'un qui avait étudié, la médecine était assez en balbutiant, mais
dès Tchekhov, on avait appris à écouter les malades et les médecins passaient beaucoup de temps avec les malades pour écouter. Et Tchekhov, on ne pouvait être psychiatre s'il n'avait pas été en plus écrivain. Et donc, si vous voulez, dans son œuvre à lui, quand il dénigre les médecins, il montre que ce ne sont pas des bons médecins. Parce qu'un médecin doit écouter à l'autre. C'est ça la différence. Et je pense qu'il voit ça de l'intérieur. Il a fait des récits magnifiques, il a montré. Et il écrit aussi pour dénoncer l'état de la médecine en Russie. Si vous avez entendu parler de Palata Novochessk, c'est-à-dire la phase numéro 6, où il y a un asile psychiatrique qui montrait comment on mettait les gens à la campagne et à l'extérieur des villes, et qu'on voit comment on soignait les malades, c'est absolument épouvantable. Et donc je pense que par exemple par rapport à Pasternak, Tchekhov a un avantage, c'est que Pasternak décrit effectivement le docteur Givago, mais Pasternak est un écrivain, il n'est pas médecin. Tandis que Tchekhov étant médecin, il voit de l'intérieur ce métier. Et ça l'amuse beaucoup, parce que quand il va à Sakhaline et qu'il est confronté aux geôliers qui sont les relégués qui font marcher les bacs sur les rivières, comme il est avec un chapeau jusque-là et en bottes et en manteau, personne ne sait qu'il est le médecin et personne ne sait qu'il est votre grâce ou votre noblesse. Et le relégué lui criait, toi, le vieux, l'espèce de fou, qu'est-ce que t'attends, t'as la gueule dévissée, lui parle comme ça. Et lui, il est tout perplexe parce qu'il n'a plus l'habitude d'être appelé autrement que par votre grâce et votre noblesse. Donc vous voyez tandis que Pasternak décrit un docteur, mais il n'est pas médecin. Complètement différent. Qui fait l'avantage de Maxime. Ну, видите, поскольку у нас тема сегодня такая, как-то она плавающая немножко, да, может быть, кто-то из слушателей хочет что-нибудь спросить, о чем-то спросить меня, потому что вдруг начать о себе сейчас рассказывать, мне кажется, неуместно, но ответить на вопрос я с удовольствием сделаю. Comme le sujet n'est pas bien défini, je vous propose de me poser des questions si vous voulez, parce que je ne veux pas parler de moi-même là en coup. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Прошу вас. Vous avez parlé de docteurs qui sont de la deuxième moitié du XXe siècle. Est-ce qu'auparavant, il y avait des médecins dans la médecine ou alors avant, je ne sais pas, est-ce que dans le docteur, par exemple, il y a des... Нет, ну, например, врачом был Шиллер, да, Фридрих Шиллер был врачом, он был даже лейб-медиком. Просто я уже знаю Шиллера, и он вроде бы ничего медицинского не писал, да и возможности медицины тогда были, скажем, очень невелики. Но вот Par exemple, Schiller, il était médecin, il était même médecin militaire, mais d'après ce que je sais, il n'a pas écrit, il n'a rien écrit sur la médecine et sur les médecins. Да. Нет, Шиллер был немец, да. Donc, en fait, la figure du médecin apparaît dans la deuxième moitié Вы говорите о русской литературе, да? russe, bien sûr. Да. Ну, нет, врачи не писали ничего до, так сказать, Чехова, да. Что касается образа врача, то есть несколько очень ярких, очень комических образов, и даже один из них, он, собственно говоря, я цитирую вот Гоголя, да, если Анна сейчас прочтет, я буду ей очень признателен. Oui, donc avant Tchekhov, les médecins n'écrivaient pas. Par contre, le personnage de médecin, il existait, il y avait des personnages tout à fait remarquables. Et donc là, je vais vous citer la traduction du livre de Provence. Et donc, en Russie, comme jadis, l'aide médicale est très accessible, mais pas très efficace. Croyez bien, dit le docteur d'une voix qui n'était ni haute ni basse, mais remarquablement insinuante et pleine de magnétisme. Croyez bien que je ne soigne jamais dans un but intéressé. Ce serait en contradiction avec mes principes et avec mon art. Je pourrais naturellement vous fixer votre nez, mais je vous assure que ça sera bien pire. Laissez plutôt agir la nature. Faites de fréquents bains de visage à l'eau froide, et puis vous assurez que, bien que dépourvu de nez,
vous vous porterez tout aussi bien que si vous en aviez un. Да, это из носа Гоголя, да. Donc là, c'est la nouvelle Это повесть Le Nez Гоголя «Нос». de Gogol. Да. Sinon, je vous donne une dernière question. Tolstoï, vous avez dit qu'il était toujours négatif envers les médecins, alors qu'il semblait plutôt positif avec les sages-femmes, donc avec la médecine traditionnelle et populaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une mauvaise expérience des médecins savants, alors que la médecine traditionnelle était encore considérée comme positive et efficace? Нет, Par нет. exemple, chez Tchékov, il y a dans les récits de Tchékov comment ça s'appelle, des crises médicales qui sont vraiment la maladie qui est décrite particulièrement bien. Si vous regardez, si vous lisez Je peux dormir, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve, son père meurt, il meurt d'une occlusion intestinale, c'est décrit parfaitement dans le récit, les phrases, le médecin l'examine et il parle, le dialogue vous montre exactement le processus de la maladie. Justement, on a parlé de la cigale paprikounia, et le médecin Dimov s'est inoculé des membranes d'un enfant diphtérique pour essayer de le guérir. Eh bien, on voit la maladie évoluer, on voit comment. Et ça, c'est parce que c'est un médecin qui écrit. D'accord. Non, mais ma question portait sur le rapport entre la médecine traditionnelle et la médecine savante qui est développée au XIXe siècle. Est-ce que Tolstoï, M. Sikov a dit que Tchékov avait toujours des rapports avec le professeur Sakharine de l'université de Moscou. Il était abonné à l'école, au revue de l'école de Vienne avec Freud. Il savait tout ça, vous savez, c'était des gens qui se faisaient avancer beaucoup de courriers et ils étaient au courant de toutes les avancées médicales. Et qui dit qu'il n'avait pas la tuberculose est un pur mensonge. Il savait très bien qu'il avait la tuberculose puisque son frère en était mort et il savait très bien que ses hémorthésies n'était pas le fait du hasard, ce n'était pas seulement parce qu'il avait pris un rhume. D'accord, mais ma question c'était la médecine traditionnelle, le rapport entre la médecine traditionnelle et la médecine savante. Если можно, да, я отвечу. Я понял. Если вы позволите, да. Вот. Значит, Толстой был очень здоровым человеком, это во-первых. Значит, у Толстого действительно умерло, я не помню сейчас, по-моему, у него из 13 детей, да, которых родила ему Софья Андреевна, у него умерло 5 детей. Вполне возможно, так сказать, какие-то смерти произошли, как ему казалось, по вине медиков. Я этого не исключаю. Я подробно не изучал этих обстоятельств. Вместе с тем, разумеется, он не мог не видеть некоторых и успехов медицины, в частности, так сказать, особенно хирургии, да, которая к тому моменту хирургия сильно превосходила терапию. Терапии действительно делать практически ничего нельзя было. Да. Вместе с тем в XIX веке так сказать, хирургия достигла уже таких высот, что можно было, скажем, отрезать желудок, да, при раке желудка, ампутировать конечности, человек оставался жив. В XIX веке прекратились эпидемии, да, которые уносили там жизни, пол Европы, да, вымирало от эпидемий в средние века. Значит, но тем не менее он, так сказать, Толстой пристрастен очень, да, Толстой, так сказать, мог сильно любить и мог сильно ненавидеть. Думаю, что это, так сказать, в этом столько же справедливого, как и в его разговорах о музыке, например, да, или его разговорах о, скажем, историках, да, историков он терпеть не мог. Но он пристрастен, что ж тут поделаешь. Тем не менее, я просто говорю, что мне даже и как врачу это читать забавно и, в общем, интересно. Il faut dire que Tolstoï il était toujours en bonne santé. Il a eu 13 enfants avec Sophia Andreevna, dont 5 sont morts. Et selon Tolstoï, peut-être ça a été causé par les médecins professionnels. Et moi, personnellement, je n'ai pas étudié cette question. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, au XIXe siècle, la médecine a connu beaucoup de progrès, surtout la chirurgie. La chirurgie était beaucoup plus développée que la thérapie. Et d'ailleurs, au XIXe
19e siècle, la chirurgie a atteint un niveau vraiment élevé. Les médecins pouvaient par exemple enlever l'estomac d'une personne qui souffrait d'un cancer ou amputer une jambe. C'était aussi la fin de toutes les épidémies qui ravageaient l'Europe pendant tout le Moyen-Âge. Mais en même temps, Tolstoï reste très subjectif. C'était une personne qui pouvait aimer de tout son cœur, comme elle pouvait détester quelque chose de tout son cœur. Et donc, on peut dire que ces opinions sont aussi justifiées, comme par exemple ses opinions sur la musique ou les historiens. Nous savons très bien que Tolstoï détestait les historiens. Et donc, mais pour moi, pour un médecin, c'est très amusant de lire ses propos. Votre question, vous voulez savoir un peu le rôle des guérisseurs, des snapbacks, voilà, qui en fait, est-ce qu'ils étaient en concurrence avec ces médecins? Bon, et il y a, voilà, je pense à Ну, видите ли, конечно, она была, конечно, так сказать, профессиональная медицина, к сожалению, вот терапия, да, могла сделать действительно не намного больше того, что могли сделать знахари. Но тем не менее, скажем, сам Чехов, да, который лечил Толстого, в частности, от пневмонии, он был неплохим врачом. И я уверен, что он, так сказать, сильно превосходил в своих знаниях любую знахарку или там бабу. Значит, конкуренции настоящей, думаю, что не было. Думаю, что, так сказать, представители образованных и высших слоев пользуясь услугами профессиональных врачей, закончивших университеты. Да, значит, а у Толстого с его увлечением, ну вообще, так сказать, вот простым народом, да, ему как-то хотелось, так сказать, точно так же, как он стремился, значит, сказать, что какая-нибудь каша там вкуснее любой хитро приготовленной еды там в ресторане, да. Также и бабка повивальная гораздо лучше примет роды, чем акушер. Oui, bien sûr, on peut parler d'une certaine concurrence. Il faut dire que la médecine professionnelle, surtout en ce qui concerne la thérapie, ne possédait pas beaucoup plus de connaissances que les guérisseurs de l'époque. Pourtant, Tchekhov était quand même un bon médecin. Lui, par exemple, il soignait Tolstoï lorsque celui-ci souffrait d'une pneumonie. Mais en même temps, il avait bien sûr plus de connaissances que toute guérisseuse ou toute sage-femme. Mais ce n'était pas une vraie concurrence, puisque les personnes cultivées, les personnes appartenant aux élites, elles allaient toujours consulter les médecins professionnels, les médecins qui ont obtenu un diplôme universitaire. Alors que Tolstoï, avec sa passion pour le peuple, voulait tout faire comme le peuple. Il disait même que la bouillie est beaucoup mieux que tout plat qu'on nous propose dans un restaurant. Et donc pour lui, bien sûr, une sage-femme était meilleure qu'un médecin professionnel. Еще какие-то вопросы? Да. Vous avez des questions? Savoir si votre pratique de médecin vous a donné envie justement de... Bon, alors, excusez-moi, je voulais savoir si votre pratique de médecin, justement, c'est cela qui vous a donné envie d'écrire, parce que vous avez eu ces expériences voilà, sur la vie autour de vous, par la médecine, par votre pratique médicale. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что работа врачом, она дает такое очень большое ощущение сцепления такого с жизнью, да. Хотя, разумеется, этого совсем недостаточно для того, чтобы начать писать. Мне трудно себя уже представить не врачом, потому что я больше, чем половину своей жизни уже врач. И поэтому, так сказать, мне трудно себе представить, что бы со мной было, да, о чем бы я писал, если бы я был там химиком или, предположим, филологом. Вот. Но так что ответ, в общем, да, хотя это далеко не единственное, что